l'immédiat après 1900 est une époque entre deux mondes, l'ancien et le nouveau. On n'est certes pas encore à l'époque des 30 glorieuses, mais on parle déjà de progrès. On est tout émerveillé par les nouveaux gadgets qui entrent petit à petit dans les foyers, la radio, le gramophone, et pour l'extérieur on peut frimer dans une voiture et filer comme des bandits à 40 à l'heure, chasser le piéton dans les rues de Paris où la circulation n'est pas encore très réglementée et l'on trouve des places de parc à profusion. Ce sont encore des choses réservées à une classe aisée, mais le sort des masses populaires s'améliore. Sans être tous des cerveaux, les gens bénéficient d'un certain niveau d'instruction, on sait lire, à peu près écrire, et surtout si l'on a du travail on peut penser aux petits plaisirs. Le cinéma n'est pas encore tout à fait présent, mais les bals populaires, le théâtre, sont très fréquentés. La mode continue sa saga, on l'a vu, le corset qui a ses adeptes et ses pourfendeurs n'est pas mort. Mais gentiment cette forteresse de la mode féminine depuis des siècles est sapée à la base par des coups de butoir. On l'attaque par la diagonale. Le pantalon est bien évidemment un accessoire avant tout masculin et la jupe féminin. Maintenant, si cela va de soi, il en allait tout autrement dans les siècles passés, notamment en ce qui concerne l'habillement des enfants, la frontière est plus ténue. On habille parfois les garçons avec une robe et les filles portent des pantalons sous leurs robes. Ce pantalon version féminine était surtout un instrument de camouflage pour les jambes et le reste. Il n'était pas question de le rendre visible en enlevant la robe et il était presque indécent s'il était aperçu lors d'un léger relevé de robe. Tout au plus il était réservé aux petites filles, aux danseuses et aux filles légères. Mais faites du neuf avec du vieux, il est remis sur les crinolines qui ont tendance à se relever, si la femme fait des mouvements comme la danse par exemple. À partir de ce moment-là, il monte d'un degré dans l'échelle de la pudeur et devient présentable accidentellement. Évoluant avec le raccourcissement de la longueur des robes, il suit le mouvement et pour finir, il se termine en culotte vers le début de la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que nous trouvons cette bonne vieille culotte de grand-mère pas encore slip ou string. Un fait marquant du début du siècle, c'est l'apparition de la couleur dans le sous-vêtement. Jusque-là, le lin et le coton sont rois, efficaces dans la pratique, un peu moins visuellement et presque toujours blancs. Ce que la belle époque a appelé les cocottes, comprenez des femmes un peu légères, ont fait une petite révolution, elles ont commencé à porter de la soie avec des couleurs extraites de l'arc-en-ciel. Cela veut aussi dire que les sous-vêtements ont gagné tant en légèreté qu'en minceur, c'est plus aérien et un tantinet transparent selon la couleur et l'épaisseur. Cela a fortement plu à ces messieurs bourgeois qui ont jeté un œil attendri et encore plus coquin. C'est un peu comme si maintenant un bonhomme se mettrait à draguer une fille parce qu'elle porte des bas à la place d'un collant. Le visage des épouses bourgeoises passa du rouge colère au vert rage et pour ne pas être en reste se mit aussi à porter ce genre de dessous en espérant garder un peu plus monsieur à la maison. Elle reste quand même dans certaines limites, elle s'inspire des cocottes mais ne les dépasse pas. On commence aussi à employer des fibres artificielles pour les rendre abordables à toutes les bourses. Ainsi va la mode. À propos de bas, généralement ils sont noirs, parfois assortis avec la robe. Le fil d'Écosse en est la principale constituante. La soie plus chère et plus délicate est réservée à ceux qui ont les moyens. Même s'ils sont peu visibles, la femme les choisit avec soin. Le noir est la couleur qui est admise pour les bas, mais pour le reste des sous-vêtements, on reste dans la sobriété, le rouge est trop hardi. Les teintes douces mises à part, on laisse cela pour les cocottes, mais cela ne sera pas éternel. Une des autres tendances de la mode, c'est le changement dans la lingerie de nuit, elle se fait plus légère dans les tissus, tout en gardant le principe de la chemise de nuit. On abandonne complètement le bonnet de nuit, les hommes suivront et adopteront aussi progressivement le pyjama. Le striptease est un nom bien américain pour la bonne raison que c'est là-bas qu'il a été inventé. Bien avant la France, ce spectacle était très prisé à l'époque de la fin de la conquête du territoire américain. Il n'y avait pas les barrières pudiques propres à nos latitudes. À une époque où tout le monde se promenait avec un fusil à la place de la canne ou du parapluie, le fait de voir une femme se déshabiller n'était choquant pour presque personne.
C'était une distraction facilement transportable, qui demandait peu d'entretien et de matériel, juste et sans doute une poignée d'argent. Il finit par arriver en France et en ce début de siècle, il est en quelque sorte à la mode. On reste toutefois dans des normes plus raisonnables, c'est plutôt un prétexte pour montrer un effeuillage du corps féminin, et il y a du matériel à enlever, sans aller jusqu'au nu intégral visible. Nous avons vu au début que le nu intégral est apparu à Paris en 1900, l'idée de départ n'était pas le striptease, mais exposer le nu sans les préliminaires. La fin de la première décennie met encore plus de pression dans l'envie de la femme de se libérer, mais elle a bien compris que c'est avant tout par son militantisme qu'elle y parviendra. D'importants mouvements protestataires comme à Londres en 1908, font pression sur la classe dirigeante. Le but premier est plus d'obtenir le droit de vote que de se libérer du corset, bien que l'un ne va peut-être pas sans l'autre symboliquement. Pour la mode, c'est plutôt les créateurs qui peuvent l'aider, mais pas toujours efficacement. En 1909, le couturier Paul Poiret jette le corset aux orties, mais il habille la femme d'une jupe tellement serrée que la femme peut à peine se déplacer, chose peu pratique quand on est poursuivi par un satyre. Malgré tout, la femme amorce son renouveau, elle n'est plus complètement un objet destiné à mettre son mari en valeur, style sois belle et tais-toi, elle pense et le fait savoir. Encore à son avantage, le corset est sérieusement remis en cause, le soutien-gorge apporte son efficacité et sa légèreté, faisant ami-ami avec le porte-jartelles ou la gaine. La lingerie se pare de ses couleurs et abandonne les tissus traditionnels. Sur un plan plus matériel, elle commence à travailler et occuper des postes subalternes, réclamés par l'industrie qui a besoin de bras, ne serait-ce que pour fabriquer ce qu'elle portera plus tard. Le mouvement est en marche, mais le corset, la jarretière, la lingerie uniquement pratique ne seront pas abandonnés d'un claquement de doigts, il s'en faut encore de beaucoup. Quelques dates. 1906, invention de la permanente par Charles Naessel, un Anglais. 1907, Madeleine Vionnet, que deviendra une des plus célèbres créatrices de mode en France, présente sa première collection. Elle a complètement supprimé le corset et ses mannequins défilent pieds nus. Cela frise le scandale. Elle mourut en 1975, juste pas centenaire. Instauration d'une loi qui permet à la femme de disposer librement de son salaire et c'est quand même sublime. C'est d'abord esthétique avant d'être sexy. C'est quand même agréable d'être une fille, une femme qui travaille, qui peut se permettre de porter des porte-jartelles parce que c'est effectivement bien plus joli, bien plus féminin, bien plus élégant.